Bienvenue dans le débat. 4e jour de guerre contre l'Iran. L'opération américano-israélienne continue ainsi que la riposte de Téhéran. L'armée américaine a affirmé avoir détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution. Israël est maintenant sur 2 fronts, l'Iran mais aussi au Liban contre le Hezbollah. En Iran, Israël a annoncé avoir frappé la présidence iranienne et le Conseil de sécurité à Téhéran. Au Liban, l'armée israélienne a frappé le sud du pays et la banlieue de Beyrouth et a envoyé des troupes dans le sud. L'Iran cible des sites américains dans les pays du Golfe. 2 drones iraniens ont ciblé l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite, ce qui a provoqué un incendie et la fermeture de cette ambassade. L'Iran utilise missiles, drones, mais aussi des avions militaires, puisqu'au Qatar, le ministre de la Défense a affirmé qu'il avait abattu 2 avions militaires iraniens. On va revenir sur les tout derniers développements de ce 4e jour de guerre, son impact au Liban notamment. Quelles sont les stratégies des États-Unis, d'Israël et de l'Iran? Quels sont les moyens militaires de part et d'autre? Comment les pays du Golfe comptent-ils riposter? Comment toute cette région réagit-elle? Est-ce qu'elle pourrait être entraînée dans la guerre? Combien de temps ce conflit peut-il durer? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à côté Guillaume Lasconjarias. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes historien militaire et professeur associé à la Sorbonne. En face de vous, Patricia Alémonière. Bonsoir. Patricia, grand reporter. Votre dernier livre, Géopolitique du Sahel, est paru au PUF. Tamar Sebok est avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes journaliste et correspondante du quotidien israélien Ediot Aharonot. Merci d'être là. Et nous avons donc en direct de Beyrouth, Fouad Kouri Elou. Bonsoir, vous êtes ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur de Liban, état de survie. C'est paru chez Max Milo. Bienvenue à vous. Bonsoir. Ce 4e jour de guerre contre l'Iran s'élargit donc au Liban. L'armée israélienne a annoncé ce matin mener, je cite, des frappes simultanées à Téhéran et à Beyrouth contre des objectifs militaires iraniens et contre le Hezbollah. On fait d'abord un point en image avec Khalidoussi. Ce bâtiment abritait l'un des studios de la chaîne de télévision Al-Manar, affiliée au Hezbollah. Il a été réduit en cendres après des frappes israéliennes sur Beyrouth ce mardi. Sur place, les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre les flammes, car l'explosion du missile a détruit des immeubles voisins. Nous avons reçu un avertissement d'évacuation vers 3h30 ou 4h du matin. L'immeuble est vide, il n'y a rien d'autre qu'un garage automobile. Depuis 2 jours, l'armée israélienne pilonne sans relâche le Liban, mais ce mardi, elle a franchi une nouvelle étape avec le déploiement de troupes supplémentaires sur le sol libanais dans la zone frontalière, parlant d'une mesure tactique et préventive. Le commandement Nord a avancé, pris le contrôle des hauteurs et crée à présent une zone tampon, comme nous l'avions promis, entre notre population et toute menace. Les autorités israéliennes affirment agir en représailles de tirs du Hezbollah vers Israël, des attaques menées en solidarité avec l'Iran et condamnées lundi par le Premier ministre libanais. Nawaf Salam a proclamé l'interdiction des actions militaires du Hezbollah, une décision inédite mais insuffisante pour faire retomber la pression. Le gouvernement libanais doit comprendre, et le peuple libanais doit comprendre que le Hezbollah les entraîne dans une guerre qui n'est pas la leur. Le Hezbollah a commis une grave erreur en nous attaquant. Nous avons déjà réagi avec force et nous réagirons avec une force encore plus grande. Inquiète de cette nouvelle flambée de violence, l'ONU appelle toutes les parties à la plus grande retenue. Selon les Nations Unies, au moins 31 000 déplacés ont été comptabilisés au Liban ces dernières heures. Fouad Kouri Elou, puisque vous êtes à Beyrouth, est-ce qu'on peut dire que le Liban est une nouvelle fois entraîné dans la guerre à cause du Hezbollah? Oui, absolument. C'est d'ailleurs la position officielle du gouvernement libanais aussi. Les autorités libanaises ont officiellement décidé de quasiment placer hors la loi les agissements du Hezbollah. Et elles ont commencé à procéder aujourd'hui à des arrestations d'hommes en armes qui se dirigeraient vers le Liban Sud. Alors, ça ne suffira évidemment pas à arrêter la machine militaire du Hezbollah ou ce qu'il en reste, bien entendu. Donc les bases de missiles, les unités armées qui sont disposées au sud ou ailleurs, éventuellement dans la plaine de la Bekaa. Mais c'est une prise de position de l'État libanais qui vise bien évidemment tout d'abord à tenter de protéger le Liban officiel et
l'ensemble du pays autant que possible des retombées de la guerre. Je parle notamment des infrastructures publiques, de l'aéroport, du port de Beyrouth, de tous les réseaux d'infrastructures. Et puis au-delà de ça, c'est une prise de position à travers laquelle, je pense, le Liban officiel pense pour réfléchir à l'après-guerre, en quelque sorte. Il est établi que l'armée libanaise n'a pas les moyens toute seule de neutraliser le Hezbollah et qu'elle va malheureusement observer les événements des jours et des semaines qui viennent. Mais c'est déjà une prise de position salutaire du gouvernement libanais. Fouad Kourielou, un petit problème de son, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je vais voir si on peut le régler. Tamar Sebok, l'armée, cette frappe, il y a une frappe israélienne donc, qui a visé Saïda aujourd'hui, une organisation islamiste alliée au Hezbollah. Est-ce que ça aussi c'est important? Que veut Israël aujourd'hui? Elle parle aussi d'élargir la zone tampon au sud du Liban. Que veut Israël? Alors, il faut aller un petit peu en arrière sur ces accords que la France, notamment, a essayé d'établir entre Israël et les Liban, où les gouvernements libanais étaient supposés contrôler la zone tampon et désarmer les Hezbollah. Maintenant, les Israéliens se sont plaints pendant longtemps que, en fait, le gouvernement n'avait pas la possibilité de le faire. Donc, ils n'attendaient qu'une chose à Jérusalem, c'est que le Hezbollah rejoint l'attaque de l'Iran. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Donc, à partir de là, ce qu'ils veulent, c'est neutraliser le maximum de possibilités de nuire à Israël, d'envoyer des missiles et, évidemment, des commandants. Et c'est la première fois on entend le gouvernement libanais dire nous on les interdit Hezbollah d'envoyer des missiles sur Israël. Donc là, la position effectivement, du gouvernement libanais est différente de la position habituelle, Patricia Lémonière. C'est ce qu'expliquait Fouad Kourielou, qu'il a pris ses distances réellement avec le Hezbollah dans sa réaction. Et je pense que c'est exactement ça. Le gouvernement libanais, les autorités libanaises prennent date pour l'avenir. Elles prennent date pour l'après parce qu'effectivement, elles disent, on le sait tous, l'armée libanaise n'a effectivement pas les moyens, n'a pas la capacité effectivement de venir à bout de ce qui reste de la machine de guerre du Hezbollah. Mais au-delà de ça, je crois surtout qu'Israël se sert de cette situation, excusez-moi, le terme est peut-être mal choisi, servir, mais néanmoins utilise cette situation pour en finir avec ce qui n'a pas été fini par ce cessez-le-feu et cet accord, c'est-à-dire en finir définitivement avec la menace du Hezbollah. Ils veulent désarmer, ils veulent non, mais c'est même pas désarmer. Un véritable désarmement du Hezbollah. C'est même pas désarmer, c'est totalement en finir, c'est-à-dire éliminer tout ce qu'on peut dans les têtes et montrer que le Hezbollah, ce n'est plus vivable effectivement au Liban. Alors, reste la question qui se pose, qui va représenter les chiites, vous savez, qui auront bien besoin. Amal n'est pas le représentant. C'est désolidarisé du Hezbollah, d'ailleurs, Amal, là aussi. Parce qu'Amal vit sa survie, parce qu'Amal a parfaitement compris que c'était aujourd'hui ce qui était sur la table, c'était l'éradication complète et définitive du Hezbollah. Guillaume Lesconjarias, donc ça veut dire qu'Israël se retrouve sur deux fronts, le Liban et l'Iran. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue militaire? Alors c'est même pas simplement sur deux fronts, parce qu'il faut jamais l'oublier. La situation à Gaza, même si elle est sous contrôle, elle n'est pas terminée. Et puis vous avez la Cisjordanie. Donc en fait, en réalité, vous avez toujours la même situation qu'il y a un an. Vous avez 4 fronts, dont 2 sont principaux. Un qui est véritablement un front terrestre, c'est le Liban. Et puis vous avez toujours ces actions, cette fois aériennes, puisqu'il n'y a pas tout simplement de frontière contiguë entre Israël et l'Iran. Ce qui veut donc dire que ça mobilise essentiellement l'armée de l'air de la Tal Avir, je crois, et l'armée de l'air donc, et les chasseurs, avec un nombre très conséquent de sorties. Qu'est-ce qu'on observe? Une des premières réactions, ça a été d'abord de mobiliser encore plus de réservistes. Je crois 100 000 ont été rappelés. Ça définit bien que même si c'est sur une période relativement courte, il y a des opérations et il faut tout simplement contrôler tout simplement l'espace terrestre, à la fois en interne, mais aussi pour le front nord. Fouad Kourielou, les chiites sont-ils divisés aujourd'hui au Liban dans leur position vis-à-vis du Hezbollah? Alors oui, tout à fait. Il y a effectivement un début de scission de
de cette unanimité chiite où il y avait le Hezbollah et le mouvement Hamal étant le mouvement du président du Parlement, Nabi Berri. Et donc, cette unité entre ces deux formations bloquait la situation au Liban. Et aujourd'hui, il est clair que ce n'est plus le cas. Le président du Parlement a donné son accord. Alors, il l'a donné de façon, je dirais, officieuse, c'est-à-dire sans le dire tout haut, mais c'est ce qui s'est passé pour cette décision du gouvernement et donc pour le début de mise hors la loi des actes du Hezbollah. Et donc, ça change complètement la donne sur la scène libanaise. Alors, ça ne donnera pas non plus au Liban, à l'armée libanaise, la possibilité d'intervenir immédiatement. Mais si c'est bien orchestré, ça peut empêcher le scénario de guerre civile qui, justement, a été la grande inquiétude des autorités libanaises et de l'armée. C'est-à-dire que depuis un an, bientôt un an et demi, il y avait eu un accord de cessez-le-feu depuis novembre 2024, depuis la première guerre entre Israël et le Hezbollah. Et cet accord de cessez-le-feu stipulait un désarmement, non seulement au sud du Liban, mais dans l'ensemble du pays, un désarmement progressif. Et c'était bloqué par le Hezbollah. Et de notre côté, l'armée libanaise, elle, n'osait pas aller plus loin par peur de créer les conditions d'une guerre civile dont elle n'a pas les moyens. Alors, ce qui vient de se passer aujourd'hui a non seulement est en train de changer la donne au niveau militaire parce qu'Israël est en train d'intervenir. Et je dirais là qu'il faut quand même le savoir, Israël a mobilisé 100 000 réservistes à la frontière nord, qui s'ajoutent aux 150 000 soldats de l'armée régulière. Donc, ça fait beaucoup de monde. Ça fait plus de monde que lors des précédentes campagnes, qu'en 2024 ou qu'en 2006. Donc, ça laisse présager d'une intention plus claire et plus précise. Israël a également donné un ordre d'évacuation pour une centaine de localités au Liban Sud. Donc, c'est pratiquement tout le sud jusqu'à Saïda, donc sur une profondeur de 50 km. Donc, ça dénote d'une intention d'en finir et peut-être d'intervenir militairement sur un périmètre encore non défini. Mais donc, faisant pendant à cela, donc, il y a un changement de la donne militaire et il y a un changement de la donne politique au Liban avec ce que nous venons de dire. Et il est clair que le futur ne sera pas le même. Le futur ne sera pas le même, Tamar Sebok, pour terminer justement sur le Liban. À votre avis aussi, ils vont pouvoir en finir véritablement, Israël? On voit aussi qu'il y a des déplacés, beaucoup de déplacés, 30 000 personnes, 30 000 Libanais qui fuient en particulier le sud. Mais je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est ce qu'on a entendu, c'est que là, il s'avère clairement que le Hezbollah ne pense pas aux intérêts du Liban, mais à ses propres intérêts. Donc c'est très important par rapport à la solidarité du peuple libanais, et je crois à leur résilience. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est une question du temps. C'est un peu comme avec l'Iran. Combien de temps la guerre va durer? Est-ce qu'ils arriveront à faire le maximum pendant ce temps-là? Netanyahou voulait cela, finalement, repilonner le Hezbollah, utiliser cette opportunité de la guerre en Iran pour faire ça. Absolument. Au Liban. Et on voit la différence. Par exemple, le Houthi au Yémen, ils ne se sont pas joints. Donc, pour le moment, on laisse ça de côté. Le Hezbollah, il aurait suffi qu'il envoie 3 missiles. La guerre était déclarée dans le sens où, soyons clairs, vous vous désolidarisez de Liban et vous prenez le côté de l'Iran. C'est finalement le moment pour terminer le travail, en oui, fait. C'est un peu ça, si on veut, Benyamin Netanyahou. C'est terminer le job qui était entamé à l'automne. Mais il faut se souvenir que pendant la guerre des 12 jours, le Hezbollah n'a pas réagi. Enfin, très peu réagi. Très peu. Pourquoi a-t-il réagi cette fois alors qu'il savait qu'il y aurait des représailles si vous voulez, c'est quand même la mort du guide suprême de la révolution iranienne. Donc, ne pas réagir. Bon, il y a eu forcément d'énormes pressions. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Hezbollah, c'est un mouvement aussi qui est nationaliste. Mais justement, il y a eu des pressions de l'Iran, là, Patrick. Je pense qu'il y a eu des pressions. Puis je pense que même en interne, il y a des gens qui restent attachés à l'idéologie révolutionnaire défendue par Ayatollah, feu Ayatollah Khamenei. Donc, il savait qu'il y aurait des représailles. Il savait qu'il y aurait des représailles, mais ça fait partie de la martyrologie chiite, si vous voulez. Mourir en martyr, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais je voudrais juste en finir. Il ne faut pas oublier que quand même le Hezbollah représentait un nationalisme chiite, que Hamal, à un moment donné, je parle sous
sous le regard vigilant de votre correspondant à Kourielou, Beyrouth, mais que ancien directeur de Hamal l'Orient n'avait pas réussi, par plein d'histoires internes, etc., n'avait pas réussi à représenter. Donc ce sentiment nationaliste, qui est quand même chiite, il va falloir qu'il soit agrégé à l'unité libanaise si le Liban veut se reconstruire dans l'après-guerre. Et là, c'est vrai que c'est plutôt la réponse est à Beyrouth. C'est pas moi qui la détiens. La réponse est à Beyrouth. Un mot, Fouad Kourielou, pour commenter ce que Patricia Lémonière vient de dire. Je crois que c'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où le forcément. Hezbollah est issu du mouvement Hamal. Oui, bien sûr, c'est Mais le mouvement Hamal était à la base un mouvement fondé par un imam, qui était l'imam Moussa Sadr. Et puis le Hezbollah, lui, s'est beaucoup plus inscrit dans la lignée de la révolution islamique iranienne. Donc le Hezbollah est aujourd'hui, représente la quintessence du mouvement islamique chiite au Liban, alors que Hamal s'est dirigé vers une tendance plus laïcisante. Pour un peu synthétiser les choses. Et pourquoi, selon vous, le Hezbollah a entamé ses frappes alors qu'il savait qu'il y aurait des représailles d'Israël immédiates? Parce que l'Iran, aujourd'hui, tente de pratiquer toutes les recettes de la guerre asymétrique et que l'une des recettes... Enfin, la guerre asymétrique consiste à survivre à tout prix et à augmenter le coût de la confrontation pour l'adversaire. Et cela passe par utiliser tous les moyens à sa disposition, donc tirer des missiles sur les pays du Golfe, évidemment, tenter de menacer la circulation maritime, mais aussi tenter de menacer Israël à travers le Hezbollah, alors que l'immense majorité des Libanais ne veut pas ça, évidemment. Et donc, dans ce sens-là, le Hezbollah se comporte comme un mouvement iranien, et ça a toujours été la position officielle du Hezbollah. Avant tout, c'était ce que disait le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a été tué il y a 1 an et demi. Il disait « Nous sommes les soldats de l'Iran au Liban ». C'était leur position officielle. Donc, je dirais qu'en ce sens, ils n'en ont pas dérivé. Ils n'ont pas dévié de cette position. Guerre asymétrique, donc, du côté iranien. On voit l'impact au Liban. L'impact sur les pays du Golfe, il est très important puisque la riposte de l'Iran continue avec des missiles, des drones iraniens envoyés dans la région. Téhéran qui a attaqué des sites liés aux États-Unis comme l'ambassade américaine à Riyad. Guillaume Lasconjarias, cette attaque américaine à Riyad, elle a été faite avec des drones. On va regarder ensemble un petit schéma un peu de différents missiles et drones qui ont été interceptés par les pays du Golfe. On va le regarder, la source c'est CNN. Au Koweït, le Koweït a intercepté 178 missiles balistiques et 384 drones. Les Émirats arabes unis ont intercepté 169 missiles. Bahreïn a intercepté 70 missiles et 76 drones. Le Qatar a intercepté 101 missiles et 24 drones. Donc tout cela en même pas 4 jours, c'est tout de même énorme, non, Guillaume Lasconjarias? Est-ce que ça veut dire que l'Iran a encore des ressources ou qu'au contraire, elle est en train... Parce que là, c'est à peu près 500 missiles et 500 drones, si on fait la somme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, il faut même l'ajouter avec Israël, il faut l'ajouter sur l'ensemble de ce qui a été aussi lancé en direction de l'Irak. Irak et Israël, tout à fait. La question, elle est moins dans le nombre de missiles ou de drones qui sont interceptés que à la fois ceux qui restent encore et puis ceux qui sont passés. Parce que c'est ça, en fait, la réalité derrière, c'est les impacts de ces drones et de ces missiles, suivant une cinématique qui est assez bien connue. C'est-à-dire que généralement, on va saturer, alors essentiellement avec des drones, et ensuite on a des missiles balistiques qui arrivent. Ça dépend lesquels vont passer, lesquels vont être d'abord interceptés, et la position géographique des pays diffèrent. Certains, en fait, ont plus face à eux des drones et d'autres plus des missiles balistiques parce que, tout simplement, vous avez la courbure et puis les itinéraires de franchissement qui ne sont pas les mêmes. Et puis, sur ce qu'il reste du côté iranien, on a quand même deux éléments. Ils peuvent construire combien de drones par semaine? Alors, ils en des ont drones, là. beaucoup. Des drones, beaucoup. Donc le drone Shahed, c'est vraiment... Le drone, ça se fait, alors sur à peu près un studio comme ça, vous pouvez rajouter 3 ou 4 étages
d'imprimantes 3D qui vont littéralement fournir du drone parce que c'est de l'assemblage assez facile. C'est du made yourself, c'est du DIY comme on dit. C'est-à-dire c'est assez facile à monter. C'est plus compliqué pour les missiles, mais encore aujourd'hui, on sait que au début, il y a encore 4 jours, les Iraniens arrivaient à construire, ou fabriquer à peu près entre 20, peut-être 25 missiles par mois. Mais le tout, c'est pas tellement d'avoir ces missiles, c'est derrière d'avoir les rampes de lancement. Voilà. Et ça, c'est une autre difficulté. Mais justement, ces rampes de lancement, c'est ce que visent les États-Unis et Israël, n'est-ce pas, en Iran. Alors, ils en sont où, justement, sur la destruction de ces rampes de lancement? Est-ce que vous avez besoin de ces rampes de lancement pour lancer des drones? Oui. Alors, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'avoir, tout simplement... Alors, une rampe de lancement, c'est quoi? C'est soit un véhicule qui porte, justement, une charge à partir de laquelle va être lancé le missile, soit c'est des rampes quasiment artisanales, mais là c'est presque aussi dangereux pour celui qui les lance que pour celui qui va les recevoir. Et en revanche, les lieux aussi d'où ils sont projetés comptent. Pour une raison toute simple, c'est qu'il faut protéger ces dépôts de missiles. Et là, on utilise tout simplement la ressource à la fois d'un immense pays, 3 fois la France, très montagneux, avec une redondance et des centres de commandement et des centres de décision. Ce qui fait qu'on a aussi 2 types d'actions. Vous avez ceux qui sont coupés probablement du pouvoir central et qui balancent littéralement tout ce qu'ils ont sans véritablement plan de vol, où l'idée c'est de saturer, et puis il y en aura bien certains qui vont frapper, et c'est ce qui se passe. Et puis vous avez encore tout ce qui est encore structuré, et qui passe, et qui avec un commandement, et là qui vise, qui élargit d'ailleurs le catalogue de cibles. Et puis rappelons aussi une chose, la base à Chypre, elle a été frappée depuis le Liban, elle n'a pas été frappée depuis l'Iran, ce qui veut dire que le danger par le Hezbollah, le danger de ces proxys, il est réel. Il est réel, et donc ça ne va pas s'épuiser tout de suite, c'est ce que vous dites. Probablement pas, parce que quand vous regardez bien, en fait, ça fait une 50aine de missiles et de drones par jour, et ça c'est relativement modeste. Oui. Ah oui. Donc c'est du... Patricia. Oui, la guerre peut durer, c'est à l'allure où les missiles... Ils ont les moyens, drones en tout cas, les sont Iraniens. utilisés, mais on a changé de type de guerre, il faut bien le dire. On est rentré dans une guerre qui n'a plus rien à voir avec la guerre qu'on connaissait il y a serait-ce que 3 ans. C'est la guerre des drones. Et qu'est-ce qui perturbe le plus, finalement? Alors, les missiles perturbent Israël, on est bien d'accord, mais les drones perturbent tout le Golfe, et les drones perturbent toute l'économie mondiale, enfin, une partie de l'économie mondiale. Donc, ça montre à quel point nos états-majors, il y a urgence à s'adapter. Et j'ose espérer que les états-majors américains avaient prévu l'intensité de cette guerre des drones que mène l'Iran. Oui, non. Oui, peut penser, définitivement, mais... parce qu'en réalité, on voit bien que dans la zone, ce qui est d'ailleurs central, c'est la défense solaire, la défense antiaérienne, cette défense qui est capable... elle est capable de traiter les drones. Les Israéliens le font de manière magistrale. Et malgré tout, il y en a certains qui passent. Parce que de toute façon, même quand c'est intégré, même quand c'est, je vais dire, multi-layered, c'est-à-dire multi-couche, vous avez de toute façon une statistique qui fait que peut-être 10, 15, maximum, très maximum 20% vont passer. Et c'est ceux-là, en fait, qui font le plus mal. Tamar Sebok, est-ce que les pays du Golfe, d'abord, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils pourraient décider d'envoyer leur armée? Est-ce que les Saoudiens pourraient décider d'envoyer leur armée sur place? Ou les Émiratis? Vous avez l'air de... Non, je crois que c'est vraiment... Avec un drapeau américain? Oui, donc l'idée, c'est qu'ils poussent les États-Unis à aller plus... C'est tactique. Je crois que plus fort. Je crois que l'idée des Iraniens était on met en difficulté le pays du Golfe qui vont faire pression sur les États-Unis. Sauf que ça a fait une espèce d'accord d'Abraham sans vraiment le dire, sans payer le prix de reconnaître la Palestine. Ça veut dire qu'ils se sont trouvés face à une unité contre maintenant. Je crois qu'il y aura, on a vu déjà avec le Qatar, il y aura de frappes symboliques pour dire nous, on garde notre permission de protéger notre espace aérien. C'est pour montrer qu'ils sont là. Entrer dans une guerre, je ne crois pas, parce que regardons déjà ce qui se passe avec les gens qui sont à Dubaï.
En Israël, il y a des abris partout. À Dubaï, à Abu Dhabi, il n'y a pas Il n'y a pas d'abri. d'abri. Donc, ça veut dire que la population n'est pas prête et donc que l'armée de toutes les Émirats ne peut pas prendre le risque d'y aller comme s'ils étaient en guerre frontale. Fouad Kourik Elou, vous êtes d'accord? A priori, les pays du Golfe poussent les États-Unis finalement à frapper plus fort, mais ne vont pas eux-mêmes frapper l'Iran. Ils n'en ont probablement pas les moyens militaires. Ils pourraient participer de manière symbolique, mais ils ne sont pas préparés pour ça. Par contre, si on écoute les déclarations du président Trump ce soir, il disait que les capacités de lancement de missiles de l'Iran commençaient à s'épuiser. Alors, je rejoins ce que disait votre invité sur le plateau, le nombre de... Lorsqu'on parle des missiles balistiques, donc il y en aurait environ 2000, peut-être un peu plus éventuellement, et il y aurait entre 100 et 200 lanceurs de missiles balistiques. Donc, au niveau des lanceurs de missiles balistiques, il peut y avoir un épuisement. Par contre, le problème, ce sont les missiles tactiques, donc ceux qui sont à courte portée de 100 ou 300 km, dont les Iraniens se servent pour bombarder le Golfe, ou le Hezbollah se sert pour bombarder Israël ou Chypre, malheureusement. Et donc, à cet égard-là, ça sera plus problématique. Je pense que de manière générale, la stratégie de l'Iran peut rapidement rencontrer un plafond, je dirais, dans le fait que vous pouvez mener une guerre asymétrique de manière efficace lorsque vous êtes un mouvement révolutionnaire, mais pas lorsque vous êtes un État. Lorsque vous êtes un État, très rapidement, ils vont se confronter à la déstructuration des structures étatiques de l'Iran. Et là, ça risque de se passer dans quelques jours, quelques semaines. Là, aujourd'hui, on sait qu'Israël a bombardé le bâtiment de l'Assemblée des experts à Qom, qui est l'instance qui élit le nouveau guide suprême. Donc, c'est quand même une déstructuration progressive des centres de commandement et de contrôle de l'Iran. Donc, à partir de ce moment-là, l'autre danger sera que le pays peut sombrer dans le chaos. Donc, il faut rattraper le pays à ce moment-là, ce qui sera une autre donne. Patricia Lémonière, effectivement, il fait allusion donc à cette frappe qui est donc a priori en ce moment les Iraniens vont nommer un successeur à Ali Khamenei. Donc est-ce que cette frappe des institutions, de l'endroit, du bâtiment où ils sont censés se réunir pour nommer ce nouveau guide suprême, alors l'Iran évidemment nie qu'il y a eu cette frappe. Est-ce que ça va rendre plus difficile cette succession? Est-ce qu'ils vont y arriver? Ils vont tout de même faire en sorte d'avoir un successeur? Alors l'Iran a annoncé qu'il allait nommer un guide suprême, un nouveau guide suprême. Il faut voir s'il y a beaucoup de candidats déjà en plus, parce que le prochain candidat sera sur la waiting list, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont frappé effectivement l'Assemblée des experts, où ils sont 80, 86, etc., à 88, qu'ils sont à Téhéran, et aussi celle à Qom. Mais enfin, on peut penser que les Iraniens, qui ne sont quand même pas des imbéciles, évitaient de se réunir dans ce genre de lieu aujourd'hui. Ils ont parfaitement compris que tout ce qui symbolisait l'État n'était pas le lieu où il fallait se rencontrer. Et l'image la plus forte du jour, pour moi, était un message qui nous est envoyé à nous, occidentaux, et aux Américains. C'est la conférence de presse qu'a donnée le vice-ministre des Affaires étrangères dans une salle de classe. Il était devant le tableau de la maîtresse et les journalistes étaient assis sur les petits bureaux. Donc ça voulait bien dire, ne nous cherchez pas là où nous sommes, nous avons des tas de ressources. Et aujourd'hui, la seule question qui est importante à se poser, c'est pas tant l'imam qu'on en trouve un autre, un ayatollah qui va prendre qui aura d'abord, il n'aura jamais le charisme de défunt ayatollah Khomeini. La question, c'est est-ce que l'appareil centralisateur des passedarans, des gardiens de la révolution, qui s'étendait quand même du sommet de l'imam Khamenei à la base, à la plus petite école et à la plus petite mairie de village quand même. La structure était pyramidale et totalement centralisée. Est-ce que là, on va avoir des fractures? Et est-ce que là, c'est plus fort qu'une bombe, une fracture? Parce que qui dit fracture, dit effectivement dissidence, dit peut-être négo avec les Américains, dit peut-être écroulement du régime. À partir de là, on a tous les scénarios. Sinon, si ça tient, la guerre va durer. Alors justement, est-ce que Tamar Sebok, Israël, veut un régime change? Est-ce que c'est ça le but de Benyamin Netanyahou aujourd'hui en Iran? Alors, bien évidemment, maintenant on a entendu plusieurs buts de guerre, et pour les Américains et pour les Israéliens,
Et l'ordre des choses change tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, le président Trump a dit c'est les missiles balistiques. Avant, c'était les changements du régime. Israël aimerait bien, évidemment, mais je crois que la priorité d'Israël, c'est les missiles balistiques et le nucléaire. Et puis, je crois qu'on s'est fait une idée en Occident par rapport à ce que c'est le changement de régime, parce qu'il faut penser au Venezuela. C'est-à-dire qu'on nous dit il y a de mollahs modérés et des mollahs très durs. Les mollahs modérés, c'est pas du tout de modérés, ils sont juste... Ça serait pas un changement de régime, hein, dans donc ce cas. voilà, Mais au Venezuela, c'est pas un changement de régime. Il y a de fortes chances qu'en fait le peuple iranien va se trouver encore une fois lâché, parce que ça serait plus confortable de négocier avec le modéré entre guillemets. Et puis d'ailleurs, Guillaume Lasconge-Arias, il l'a dit aujourd'hui, Donald Trump, finalement tous ceux avec qui on discutait au sein du pouvoir iranien sont morts. Voilà ce qu'il a affirmé. Rapidement, avoir des ordres de succession extrêmement rapides, effectivement. On va écouter d'ailleurs Marco Rubio, parce que le secrétaire d'État américain est revenu sur les buts de guerre et sur pourquoi finalement les États-Unis ont déclenché cette guerre contre l'Iran. On l'écoute. Si nous étions restés à attendre que cette attaque survienne avant de frapper, nous aurions subi des pertes bien plus lourdes. Le président a donc pris une décision très sage. Nous savions qu'une action israélienne allait avoir lieu, nous savions qu'elle entraînerait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne prenions pas l'initiative de les frapper avant qu'ils ne lancent leurs attaques, nous subirions plus de pertes, voire plus de morts. Et nous serions aujourd'hui en train de répondre à des questions comme « Pourquoi nous n'avons pas agi alors que nous étions informés ?» Guillaume Lasconge-Arias, alors lui dit clairement, Marco Rubio, que finalement on savait qu'Israël allait attaquer l'Iran et donc il fallait qu'on intervienne aussi avant que l'Iran n'exerce des représailles. Il appelle ça même une guerre préventive, Marco Rubio. Ça rentre dans dans vos catégories? Oui et non, ça rentre parce qu'en fait les Américains, c'est pas la première fois qu'ils utilisent cela en s'asseyant assez largement sur le droit international. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, on essaye d'éviter ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire où on a eu d'abord Israël et puis les États-Unis sont intervenus pour littéralement siffler la fin de la partie. Là, en revanche, on a l'idée de la chose suivante, c'est-à-dire que vous avez une forme de coordination. Il y a eu plusieurs visites de Netanyahou, y compris à Washington, où il y a eu sans doute une forme de pression. Est-ce que Netanyahou lui a forcé la main? Alors, à mon avis, pas totalement. Mais alors, oui et non, probablement. C'est ce que sous-entend Marco Rubio. Je vous donne la parole juste après. Mais c'est ce que sous-entend Marco Rubio. On va écouter Donald Trump qui dit l'inverse. En un mot, je pense que les États-Unis ont probablement voulu ne pas être forcés d'intervenir. Et donc, ils ont décidé de se montrer eux-mêmes plutôt allants que d'être obligé de faire la guerre de Netanyahou, parce que c'est un peu comme ça. Le problème, c'est qu'il risque d'en porter à la fin les conséquences. C'est-à-dire que quand vous êtes un petit peu forcé d'agir, et d'ailleurs, on observe bien, militairement y compris, la séparation du travail. Vous avez une forme de burden sharing, de partage du fardeau entre ceux qui traitent les objectifs militaires, c'est plutôt le côté d'ailleurs américain, et ceux qui traitent les aspects politico-civils, qui est plutôt du côté israélien. Et c'est ça donc qui est intéressant. Donc il y a un partage des tâches. Oui. Et on va écouter Donald Trump justement, parce que lui dit l'inverse du secrétaire d'État américain. C'était il y a quelques instants. Nous étions en train de négocier avec ces fous et j'étais convaincu qu'ils allaient attaquer les premiers. Qu'ils allaient attaquer, que si nous ne le faisions pas, ils allaient attaquer les premiers. J'en étais convaincu. Nous avons d'excellents négociateurs, des gens formidables qui réussissent très bien dans ce domaine et qui ont mené à bien ce genre de négociations toute leur vie. Au vu de la façon dont les négociations se déroulaient, je pensais qu'ils allaient attaquer les premiers et je ne voulais pas que ça arrive. Donc j'ai peut-être forcé la main à Israël. Patricia Limonière dit strictement l'inverse de ce qu'a dit Marco Rubio. Je vous donne la parole ensuite. Mais donc, en fait, il ne cesse de dire l'inverse. J'ai peut-être forcé la main d'Israël, alors que Marco Rubio dit l'inverse. Il ne cesse de dire l'inverse d'un jour ou l'autre. Il dit l'Iran veut parler aujourd'hui. Il dit l'Iran veut parler, mais moi, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il avait dit hier ? Il avait dit exactement mot pour mot l'inverse en remplaçant Iran par Américain et les Iraniens qui ne voulaient pas parler par les Américains. Il dit tous les jours quelque chose de différent. Mais alors qu'est-ce que ça dit sur la stratégie américaine? Parce qu'à force de dire tout et son contraire... Sur le plan, je pense, militaire et stratégique, enfin au niveau militaire, les deux armées marchent main dans la main
ont des plans. Et ça, les plans sont construits depuis des mois. Ça, c'est pas arrivé comme ça. Donc il y a une symbiose, il y a de l'entraînement, il y a la CIA, par exemple, la presse américaine faisait état que l'information du déplacement du guide à l'intérieur des bâtiments était une source CIA. Ça, moi, je le dis, c'est le Washington Post ou le New York Times, je ne sais plus lequel des deux, qui a annoncé ça en disant qu'il avait donné pratiquement l'heure pour que les Israéliens aillent frapper à ce moment-là. Vrai ou faux? Mais il y a on voit bien que les deux travaillent ensemble, parce que cette information, si elle est donnée à la presse américaine, elle vient évidemment des autorités américaines. Ce n'est pas les journalistes qui trouvent ça tout seuls. Enfin, mais les buts de guerre entre Israël et les États-Unis sont différents, parce qu'Israël parle plus de régime change. Aujourd'hui, les États-Unis... Si le régime s'écroule, ça sera les Américains, ils diront c'est nous qui avons décidé que ça soit le régime qui s'écroule. Et si la guerre dure, eh bien, ça sera la faute des Israéliens. Il y a un autre facteur qu'on voit moins d'ici, c'est qu'il y a toute la politique antérieure et de Trump et de Netanyahou. Ça veut dire que le sondage ont montré clairement que la plupart des Américains ne voulaient pas voir l'Amérique entrer dans cette guerre. Donc, on a eu aussi des fuites. Non, mais il y a eu... Je ne parle pas de la réalité, mais je parle auprès des MAGA, disons, auprès de son électorat. Il y a eu des fuites déjà sur le fait que les Américains ont demandé peut-être aux Israéliens d'agir au premier pour dire ils l'ont entraîné. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Oui. Pour Netanyahou, s'il pouvait pousser, évidemment, mais de l'autre côté, il dit plein de choses qui mettent en valeur Trump, qui a besoin de dire « c'est moi le premier ». Donc, tous ces discours de qui a décidé et quand, on ne saura pas. Ça dépend de ce que ils se couvrent les uns les autres. Parce que je rappelle qu'il y a d'autres affaires qui attendent en coulisses pour Trump et pour Netanyahou. Oui. Et il faut donc, occuper d'un côté et puis les procès de l'autre. Donc il faut occuper l'espace public. Patricia Lémonière. Très rapidement, on est dans une guerre des récits, on est dans de la propagande. Et si vous voulez, toutes ces choses-là, c'est l'histoire qui nous apprendra, si tant est qu'on ait les documents un jour, quelle est exactement la vérité sur le déclenchement de cette opération, etc. Mais c'est vrai, par contre, là-dessus, Patricia, permettez-moi, il y a aussi une deuxième réalité, c'est que la fenêtre d'opportunité pour les deux était extrêmement réduite. Exactement, était courte, parce qu'effectivement, il y a les élections en novembre, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Et elle était courte aussi d'un point de vue militaire, parce que l'Iran est affaibli, le Hezbollah, les proxys sont affaiblis. Vous aviez une situation comme ça ne se reproduit pas. C'est-à-dire que reconstituer des stocks, c'est-à-dire, là encore, ça s'est passé il y a un an, vous aviez là un ciel quasiment qui était littéralement libre d'accès parce que vous avez quasiment plus de défense antiaérienne, le lien avec Moscou ne permettait pas de les renforcer. Bref, ce type de situation, à la fois politique, militaire, diplomatique, ça se retrouve pas toujours. Donc en fait, il y a une forme de possibilité de pousser le sort. Une fenêtre d'opportunité, sauf qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, personne ne le sait. Personne ne le sait. Un mot, Fouad Kouri et Lou, puisqu'il nous reste peu de temps. La France qui renforce son dispositif militaire aux Émirats pour soutenir ses alliés. Est-ce que le Liban aujourd'hui attend une action de la France, en particulier justement qu'elle soutienne le gouvernement dans son approche du Hezbollah? Est-ce qu'il manque quelque chose dans la relation entre le Liban et la France, ou au contraire, est-ce que la France doit faire quelque chose, doit faire plus? Alors, à très court terme, nous sommes évidemment dans une phase d'attente. Il y avait un sommet prévu à Paris dans les jours qui viennent en soutien à l'armée libanaise. On se rappelle qu'en 2018, il y avait un plan de 3 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent pour le Liban, qui était donc patronné par la France avec le soutien de l'Arabie Saoudite, et ce plan n'avait pas été mené à bien. Donc il y avait une discussion en cours et un sommet prévu à Paris en soutien à l'armée libanaise. Ce sommet a été reporté, bien évidemment, vu la situation. Je crois qu'à moyen terme, donc dans quelques semaines, quelques mois, le soutien de la France et de la communauté internationale sera absolument indispensable, parce qu'on va se retrouver, à moins d'une conclusion très rapide que je ne vois pas venir, on va se retrouver probablement avec un pays en lambeaux. En tout cas, le Liban Sud sera en mauvais état, une population déplacée et une situation socio-économique intenable.
avec une armée libanaise qui va devoir monter en gamme, je dirais, au niveau de ses qualifications de sécurité, de ses opérations. Et donc ça, il faudra... On se rappelle que dans les années 82-83, il y avait une force multinationale qui était venue carrément au Liban, à laquelle la France avait participé pour soutenir le Liban. Peut-être qu'on n'en viendra pas à ce point-là, mais il faudra certainement un soutien multiforme au gouvernement libanais pour se remettre sur pied et pour remettre le pays sur pied après ce énième conflit. Guillaume Lascangarias, un mot sur la France à Abu Dhabi, puisqu'elle a une base militaire, un accord de défense. Comment peut-elle honorer cet accord de défense avec Abu Dhabi en ce moment ? Immédiatement, ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre en action, à la demande d'ailleurs des Émiratis, la nécessaire application de ce traité de défense et de sécurité. Tout simplement, c'est ce que demanderont aussi les Émiratis. Ça peut être quoi ? Eh bien, s'appuyer déjà sur les bases que l'on a, notamment les 2 bases aériennes, celle en Jordanie, H5, et puis celle qui se trouve à Al-Darfa, la base aérienne 104, à partir desquelles, justement, des chasseurs Rafale peuvent décoller et, justement, intercepter ou abattre des missiles et des drones. Patricia ? Oui, effectivement, on peut, les pilotes maintenant sont formés pratiquement, j'ai envie de dire, à la traque des drones et pas qu'avec des missiles qui coûtent quelques millions. Ils peuvent aussi intercepter avec autre chose qui sont des mitraillettes, enfin j'ai envie de dire des mitrailleuses, canons, voilà, des canons, voilà, dessus, des canons, voilà. Ils peuvent tirer au canon, ce qui est quand même beaucoup. Mais elle a un moins cher engagement qu'un en tout missile. cas avec Abu Dhabi, ça c'est Mais sûr. il faut qu'ils le sollicitent. Voilà, ce qu'ils ont fait. Clause. Manifestement, c'est ce que du moins le ministre n'a pas été contre, n'a pas dit que ça n'avait été fait, n'a pas dit que ça n'avait pas été fait. De toute façon, dans ce domaine-là, la seule chose, c'est que si on n'est pas impliqué, on l'est contre notre gré, et donc il vaut mieux donner l'impression qu'on est plutôt cette fois plus seulement dans le siège du passager, mais qu'on essaye au moins d'être copilote. Et les Iraniens ont dit qu'ils considéraient ça comme une attaque directe sur leur sol, même si on défendait. Non, mais c'est intéressant de savoir la position iranienne aussi. Merci Patricia Lémonière, merci beaucoup Tamar Sebok d'avoir été avec nous. Guillaume Lascangarias, merci à vous Fouad Khoury et Lou, vous étiez avec nous en direct de Beyrouth. Merci à vous tous de votre fidélité. Restez avec nous, on se retrouve demain.